au Proctor Slade. C'est-à-dire ici. C'est le nom d'une des vieilles familles en plus, Proctor. À l'endroit où ils ont pendu les sorcières de Salem. Mais c'est où sur la carte? Le 23. C'est là. Ah oui, ok. Ah oui. Car figure-toi, May, peut-être que nous aurons un nouveau message. Ah peut-être. Et je voulais te dire, ton amie, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle nous a offert le tableau. Elle te l'a offert. Elle t'a rien fait payer. Oui. Peut-être qu'elle devrait s'inspirer du sens de commerce de ton amie Chen. Elle gagnerait peut-être mieux sa vie. Sans doute. Mais du coup, à ton avis, qui est ce G. Gardner? Alors, quelqu'un de la famille de Dory Gardner, Oui. sans doute. Tu veux vraiment savoir, May, ce que je pense? Oui. Tu es prête à l'entendre, alors? Oui. Et si ce Jay Gardner était l'enfant de Dory Gardner, qui aurait survécu à l'incendie? Mais il pourrait pas être capable de faire ce tableau. Ah non, il était trop jeune. Ah oui, pardon, ça peut pas être possible, effectivement. Et si c'était le père ou le frère ou la sœur, G, c'est... Je ne connais pas du tout Dory Gardner, je ne connais pas sa famille. Alors, bon an, mal an, vous êtes en train de descendre. Abbott Street, c'est ici, hein. C'est là où vous étiez. Ouais. La librairie de Lizzie, elle est à l'extrémité de Gallow Hills. Et Vers pendant Proctor Ledge. Et pendant qu'on marche, moi je continue. Et si la personne qui a fait le tableau était la personne qui donne les mots, qui nous donne les mots. Et si il y avait deux tableaux, il y aurait deux têtes de mort et donc il y aurait, ça expliquerait. J'apprécie beaucoup votre enthousiasme, May. Non mais laissez tomber, c'est n'importe quoi. Il est contagieux. Vous êtes en train de dévaler, en fait, la colline sur laquelle se situe ce quartier Gallow Hills, parce que Hills, donc une grande colline, et en fait, en bas de cette colline, à peu près au niveau où s'arrête cette rue-là, ces rues, en fait, il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus de rues, ça descend dans une sorte de... Je vais vous montrer une espèce de plan. Ça descend, en fait, sur une zone plus forestière, et donc qui ressemble à ça. C'est-à-dire une colline dont le sommet est en pierre, qui est assez abrupte avec un certain nombre d'arbres qui sont tous il est déplumé. Et vous savez alors lequel c'est, mais parmi ces arbres, il y en a un quelque part. Aucune idée d'où il est pour vous. Il n'a pas été sanctifié mais à un de ces arbres, ou en tout cas des descendants de ces arbres, ont été pendus les sorcières de Salem. Et c'est un peu étrange comme ambiance parce que c'est un peu une petite colline boisée au milieu de la ville, quoi. Alors après, en dessous de Gallow Hills, au loin, vous apercevez un parc qui est très grand, qui est un des plus grands parcs de la ville, qui est Highland Park, ici, en extrémité, sur une autre colline qui est Castle Hill. Mais cette zone-là, elle est un peu... c'est un peu comme si on n'y avait plus jamais touché, quoi. Elle est restée... Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Il y a juste ces arbres abandonnés, là. Ils poussent en plus un peu sur les pierres. Je vais pas m'attarder, mais je cherche un vieil arbre, donc un tronc assez épais. Et peut-être un endroit qui pourrait être vu de la ville basse, comme ça on aurait pendu les sorcières
de façon visible. C'est comme ça qu'on faisait autrefois, notamment avec les pirates qu'on pendait à l'entrée du port. Donc je cherche quelque chose comme ça, un vieil arbre qui se distinguerait des autres. Je me doute que j'ai sans doute pas le trouver, mais qui sait? Et j'y pense fort, comme si j'en rêvais un petit peu. J'essaye de m'imprégner de l'atmosphère, l'humidité de la mousse, le froid qui commence à être pénétrant, le brouillard qui monte. Je laisse mes pas me guider. Très bien. Tu vas me faire un jet de sagesse. Ok. Mais tu vois que Milo est... D'un coup, il communique plus trop, il est comme perdu dans ses pensées. Il marche. Il commence à traverser un peu cette forêt. De temps en temps, il met une main sur un arbre. Comme s'il essayait de... Avec un truc assez charnel comme ça, c'est pas juste comme s'il posait sa main, il caresse presque les troncs. Il passe d'un tronc à l'autre comme ça. Toi, tu fais quoi? Tu le suis? Je le suis et j'essaye moi aussi de ressentir un truc. Donc je pose, après lui, je pose ma main là sur l'arbre là où il a posé et je sens rien. Non, tu sens rien du tout, mais tu continues à essayer. Et il continue à avancer, à avancer. Il n'a pas l'air de trop... En fait, il a vraiment pas l'air de trop savoir où il est, parce qu'à un moment, tu vois qu'il manque de dévaler un peu une pierre qui était un peu abrupte. Il descend un peu rapidement comme ça, mais il se rétablit. Mais il reste dans le même rythme. Et puis, petit à petit, en fait, il sort de cette petite clairière de forêt. Et il avance dans, on va dire, la première rue où il y a une construction avant de revenir dans la... Ici, là. Avant de revenir dans la ville. Qui est juste vraiment à l'orée de la forêt. Et il s'arrête. Face à un vieux hangar. Et il regarde, en fait, le mur du hangar. Il y a une inscription sur le mur du hangar. Non. Ouais. Il y a écrit 55 Boston Street. Ah voilà, on manque défaillir. Et vous me faites tous les deux un petit jet de santé mentale Ah oui. qui prendra en compte un peu tous les éléments étranges que vous vivez depuis 9h du matin ce matin. Bien. Milo reste assez stoïque. Et May aussi. Mais effectivement, vos pas vous ont ramené à cette adresse dont vous avez entendu parler pas plus tôt que ce matin. Et c'est un vieil entrepôt dont la porte est fermée par une chaîne et un cadenas. Juste, on n'a pas besoin de se parler. On s'approche. Et moi, je vérifie qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il y a personne? Je surveille aussi. Faites-moi un jet de sagesse, les deux, pour voir à quel point vous vérifiez bien. Ok. Vous êtes sur vos gardes, vous avez l'impression que c'est vraiment le premier endroit à habiter, entre guillemets, le début de la rue. Après, c'est Proctor's Ledge. Donc, en fait, il n'y a personne. Eh ben, je sors mes outils. Tu Et sors tes outils. très discrètement, je crochette. Avec ma capacité spéciale. Alors, tu vas pouvoir faire deux choses.
Soit tu utilises ta capacité spatiale en faisant un jet de torche et tu l'ouvriras quoi qu'il arrive. Mhm. Soit tu veux juste utiliser ta dextérité. Et si tu réussis ton jet, tu l'ouvriras. Si tu le rates, tu ne l'ouvriras pas. Et je pourrais pas le recommencer si je le Et rate. tu pourras pas le recommencer. Donc je vais faire un jet de torche. Alors vas-y. La serrure s'ouvre. Et vous allez bientôt rentrer dans cet entrepôt, mais nous allons retourner avec nos camarades de l'autre côté avant. Parce que cette petite balade vous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc vous arrivez à l'Essex Institute, chers amis. Ah, Et visiblement, bon, vous n'aviez pas forcément prévu de vous retrouver sur le perron de l'Essex Institute, on est d'accord. Donc vous allez... j'invite Kaya à prendre un petit café, quoi. S'il y a quelque chose dans le coin, ou Alors déjà, un salon de thé. Mhm. Je vais vous montrer déjà l'Essex Institute de l'extérieur. C'est ceci, donc un bâtiment assez classique. Vous pouvez, oui, si vous voulez patienter jusqu'à ce qu'ils arrivent? Ou vous voulez rentrer dans l'Essex Institute? Bah écoute, au début, si nous on est en avance par rapport au rendez-vous, on les attend, je pense. Mhm. Ah, sinon, s'ils sont en retard, j'ai presque envie de dire, tant pis. Kaya, qu'est-ce que tu en penses? Là, là où on en est actuellement, ils ont à peu près... vous avez au moins une demi-heure d'avance sur eux. C'est-à-dire que... ils sont avancés dans le temps d'une demi-heure par rapport à vous. Là. Ma chère Kaya, est-ce que vous pensez qu'ils nous en voudront si nous rentrons et que on laisse notre curiosité agir? Oh, ils feraient pas ça sans nous. Et moi, j'aime être pragmatique, Stanley. Nous venons de livres, un sur les grandes familles de Salem. Il ne faut pas être 3 ou 4 pour consulter un seul ouvrage. Donc, Après vous, madame. Très bien. Cette Genre. décision ayant été prise, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de cette institution salémite bien connue. C'est vraiment la grande bibliothèque de Salem qui fait aussi en même temps musée. Et vous avez un gentleman qui s'appelle Frank Gifford, dont vous avez pas forcément toi... Ah si, je sais pas, Kaya, est-ce que tu fréquentais la bibliothèque ou pas? Ou pas du tout? peut-être un peu parce que je peux pas m'offrir de livres. Donc, quand je voulais consulter des ouvrages, je les empruntais. Mais un peu. Pas souvent. Donc tu as sans doute déjà croisé cet homme, Frank Gifford, qui est le conservateur à la fois du musée et aussi de l'Institut de l'Essex Institute, qui est souvent là. Alors il y a aussi d'autres bibliothécaires qui peuvent être ici, mais lui, c'est pas un col blanc qui n'est pas sur place, il est toujours là en fait. Et donc il vous accueille. Il vous accueille pas, il est à son bureau. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Bah, oui, on va directement le voir. Peut-être qu'il nous sera de bons conseils. Très bien. Donc il lève le visage vers vous lorsque vous arrivez pas loin de son bureau. Bonjour messieurs, bonjour madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous avons été recommandés par Elizabeth Murray pour... oui, bah, ça c'est une fervente habituée de notre institution. Comment dire En fait, nous sommes à la recherche de deux livres particuliers. Peut-être que vous pourriez nous aider pour les trouver. Notamment, alors attendez, je regarde mes notes, je sors mon petit calepin.
Et voilà, c'est les grandes familles de Salem. Oui, alors ça, vous allez le trouver. Enfin, il t'indique un coin de la bibliothèque, plutôt dans la partie historique de la ville elle-même. Je pense. Il n'y a pas de. Malheureusement, on n'a pas encore d'index de tous les livres pour faciliter les recherches, mais je pense que si vous cherchez sur ces rayonnages qui sont là-bas, Ça nous aidera. ouais, vous devriez trouver assez facilement celui-là. Voilà. Et un livre, alors je n'arrive pas à me relire, sur les maisons marchandes de la ville. Les vieilles maisons marchandes de la ville. Ah, alors ça, je vous avoue que ça me dit rien du tout. On a un coin, toujours dans ces rayonnages, vraiment normalement dédié à tout ce qui concerne la période commerciale la plus riche de Salem, c'est-à-dire vraiment la période où le port en lui-même était un des plus grands ports des États-Unis. Je pense que ça doit être le rayonnage vraiment tout en haut. Et alors là, effectivement, je vous avoue que j'ai pas consulté ces ouvrages depuis fort longtemps, donc, mais ça doit être par là. Ça devrait vous aider aussi. Ah, c'est très gentil. C'est toujours mieux quand on connaît le nom des livres qu'on cherche. Oui, tout à fait. Par contre, je suis surpris, je ne vois que vous avez pris aucune mesure de sécurité par les temps qui courent. Ah, vous voulez parler de ce qui s'est passé au cadastre? Eh oui. Et il me semble que j'aurais peur que vous soyez la prochaine cible, voyez-vous. C'est-à-dire que nous avons quand même signalé à la police de Salem ces faits. Je sais qu'il y a des rondes qui sont mises en place. Enfin, il me semble quand même que la police devrait arriver à calmer ces énergumènes. Écoutez, je l'espère de tout Mais cœur. vous croyez, ceci dit, c'est vrai peut-être qu'il y a un policier qui serait, comment dire, à demeure à l'Institut pourrait être rassurant à la fois pour nos clients et pour les gens qui travaillent ici, peut-être, vous avez raison. Oui, je pourrais peut-être en parler à une de mes amies. J'étais moi-même dans la police, voyez-vous. Ah, vous êtes monsieur Stanley Greyfield. Mais enchanté, monsieur Greyfield. Écoutez, si vous faites ça, ce serait... effectivement, j'avoue que... Maintenant que vous le dites, ça pourrait être bien, oui. On ne sait jamais, effectivement. Peut-être que... Si cela peut vous aider, ils sont à la recherche... Maître Cherkaya, vous m'arrêterez si je me trompe, mais me semble-t-il qu'ils sont à la recherche de livres concernant les vieilles familles, donc justement de Salem, mais plus précisément, j'ai eu l'impression que ça soit sur les Winthrop. On peut trouver ça au même endroit, c'est cela ? Oui, oui, c'est là que ça se trouve. Winthrop, alors, vous parlez pas du fils, enfin du dernier des Winthrop. Non, je ne parle pas du dernier, je parle des anciens. Je sais qu'il a des velléités de romancier, justement. Alors j'allais vous dire, ah oui, non. Celui-là, il ne risque pas de le trouver à l'Essex Institute. Non, je parle des faits concrets, voyez-vous. Oui. Donc, si vous avez des livres précieux concernant peut-être les procédés sorcières, enfin des livres anciens, voyez-vous, qui pourraient être recherchés, alors, ceci serait peut-être plutôt menacé, mais ayant lien avec les vieilles familles de Salem. C'est pour ça que notre enquête nous a poussé à venir les consulter. Étant donné qu'il y a 3000 ouvrages ici, je peux vous dire que s'ils cherchent quelque chose vraiment de particulier et qu'ils n'ont aucune idée d'où ça se trouve, ils vont mettre un certain temps à le trouver. Déjà, c'est un premier frein. Mais ceci dit, vous avez raison, il faudrait mettre en place peut-être une garde. Au moins le temps qu'on ait retrouvé ces malfaiteurs. Très bien. Mais écoutez... J'en parlerai pour vous aussi. Je compte d'ailleurs justement aller au commissariat plus tard dans la journée. J'en parlerai. Très bien. Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de détacher quelqu'un pour vous. Eh bien, je vous laisse donc
ou débattre avec les rayonnages de notre vénérable institution. Voilà, je pâlis. Comment comptez-vous vous y prendre, tous les deux? Je me fais tout penaud derrière Kaya, me disant qu'elle est peut-être plus douée que moi avec les livres. Kaya, bah, moi, c'est je toi vais qui vas faire- chercher? Waouh. Oui, Alors- après, t'es en train de me dire que t'as quand même ta jambe, Stanley. Ouais, voilà, alors, pour aller dans les faire en hauteur. rayonnages. Ça me gêne pas. D'accord. Je l'aide du mieux que je peux. Maintenant, je me considère pas comme étant dans mon élément. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, de la même manière que je l'ai proposé à May tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit vous me faites, un d'entre vous, un jet de torche, et vous trouverez ce que vous cherchez rapidement, quoi qu'il arrive. Soit vous me faites un jet de sagesse, et en fonction du résultat, ça peut mettre un certain temps. Mais vous avez déjà le nom des deux bouquins que vous cherchez. Donc ça sera un jet de sagesse avantagé. À vous de voir. Moi, je peux... Les deux me vont, en fait. Je peux peut-être avoir de la chance et trouver dans les rayons du bas. Alors je précise aussi quelque chose, c'est que le jet de torche vous donnera une réussite sur les deux livres. Ah, Par contre, le jet de sagesse, il faudra en faire deux. Un pour chaque. Bah, je veux bien faire ça. ah ben écoutez, Allez. je vous assiste. Mais sur le jet de torche, je ne peux malheureusement pas. Oui, Très bien. Vraiment. Donc tu commences à parcourir les rayonnages qu'on t'a indiqués avec le nom très précis. Quel nom tu veux me donner en premier? Les grandes familles de Salem. Très bien. Très rapidement, au bout de, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure, tu trouves un premier livre. Les grandes familles de Salem. Il y a un index avec un certain nombre de chapitres, et le troisième chapitre a un titre qui est Les Winthrop, une dynastie à la croisée des destins. Et un numéro de page. J'imagine que tu veux le consulter maintenant ou tu veux chercher l'autre? J'aurais bien cherché l'autre pour le donner à Stanley pendant que moi je regarde celui des grandes familles. Que chacun en ait un livre. d'accord, c'est une bonne idée. Très bien. Alors je vais retourner avec nos petits amis et on Ah, reprendra le suspense. l'autre livre et tout ça après. Vous deux, vous êtes dans cette rue. Vous avez vérifié, n'est-ce pas, que personne ne pouvait vous voir pendant que cette chère May était en train de fracturer, n'est-ce pas, le cadenas. Et le cadenas est maintenant fracturé. Vous pouvez rentrer. Alors, il faut quand même tirer une espèce d'immense panneau, en fait, qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur de l'entrepôt. J'imagine que vous allez le faire quand même. Absolument. Oui. Oui. Ça fait un peu de bruit, mais bon, visiblement, il n'y a personne. Je m'assure que on puisse pas refermer le canal de l'extérieur. D'accord. Bah écoute, tu fais ça, et puis, à un moment, vous rentrez dans un grand entrepôt. Cet entrepôt a une configuration qui n'est pas sans vous rappeler L'incendie. un certain lieu dans lequel vous vous trouviez pas plus tard que cette nuit. Il y a des espèces de passerelles en hauteur avec des portes visiblement qui donnent sur d'autres pièces. Comprenez que
Peut-être que dans un passé pas si lointain, il y a eu un incendie ici, mais que ça a quand même été retapé depuis, ça a été repeint, mais il subsiste encore des traces quand même de cet incendie. Et particulièrement une odeur particulière, comme celle qu'on pourrait sentir dans les réserves d'une locomotive de chemin de fer, par exemple. L'odeur de suie, quelque chose un peu prenant. Je crois que May et moi, sans même se consulter, on va... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vais directement essayer de chercher la pièce dans laquelle je me trouvais au début du rêve. D'accord. Très bien. Donc pour ça, il va falloir grimper sans doute à l'étage. Et vous allez à un moment reconnaître plus ou moins les coursives, même si vous n'avez pas vraiment bien observé. Mais à un moment, vous allez quand même reconnaître. Notamment toi, May, il y avait une espèce d'endroit où tu avais essayé de te suspendre. Mm. Et cet endroit, tu es à peu près certaine que ça pourrait être par ici, là, et donc la porte pourrait être peut-être dans ce coin-là. Oui. Et effectivement, vous allez finir par voir une porte qui pourrait être la porte d'une pièce, qui pourrait être la pièce. Et on entre. Oui, on y voit, à l'intérieur. Bah là, pour l'instant, vous êtes sur le palier de cette porte. Elle est fermée. Ah. À clé. Bah, j'ai mes outils et j'ai même des épingles à cheveux. Hein. Si c'est une petite porte, je l'ouvre avec mes épingles. Hein. Tu peux me faire un jet de dextérité pour voir comment tu t'en sors avec cette serrure et tes épingles. Bon, bah, je vais utiliser un matériel un peu plus... Bah, tu vois qu'en fait, pas forcément hyper compliqué d'ouvrir cette serrure, mais que il va falloir la forcer. Ah, Que tu vas devoir la fracturer, en fait. C'est pas... Parce qu'en fait, Oui. lorsque tu crochettes une serrure, je pars du principe que tu ne la détruis pas. On peut la refermer, ça peut être discret. Là, tu te dis qu'en fait, si tu finis le boulot, bah, la serrure est morte, mais bon. Tu peux bon, bah, l'ouvrir. je vais devoir faire ça. Je suis bien obligée. Faites ça? Ouais. Très bien. Donc la porte, enfin, la serrure de la porte, fait le petit cliquetis dont tu as l'habitude. Oui. Et la porte s'ouvre. Sur une pièce. Grande pièce. Difficile de dire à quoi elle servait à l'origine. Là, elle est encombrée de vieilles caisses. Tout ça a l'air quand même assez abandonné en fait. Et il y a une odeur de cuir assez forte dans cette pièce. La configuration pourrait être la même que celle dans votre rêve. Est-ce que... Enfin, moi, je rentre dans la pièce. Je regarde un petit peu partout. Je regarde au sol. Je regarde si le sol, ça a été refait, parfait, etc. Et presque de façon complètement stupide, je cherche un médaillon. Je vais te demander, mon cher Milou, un jet de torche. Aïe. Tu fouilles en commençant par l'endroit où tu penses être celui où tu l'avais vu la première fois. Et en fait, en allant à cet endroit-là, en te penchant, tu vois qu'il y a un endroit dans la pièce où il y a une lumière zénithale qui vient de la fenêtre, qui est très très blanche, presque opaquement blanche, c'est-à-dire comme si elle était, comme si tu pouvais la toucher, et qu'au pied de cette lumière, il y a un objet qui brille. C'est presque si comme quelqu'un avait mis
un spot. Il y a un objet qui brille sur le sol, au centre de cette lumière. Ah, je m'en approche. Je vais voir ce que c'est. Tu t'en rapproches, petit à petit. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde. C'est de sauvegarde. De sagesse. Est-ce que je peux utiliser un avantage? Je pense que tu peux, oui. C'était quoi? Tu penses à quoi? C'est une capacité? Ouais. Très bien. Bah heureusement. Hein. Ouais, c'était une bonne chance pour toi. Lorsque tu passes la main dans ce faisceau de lumière blanche, tu as l'impression de la rentrer à travers une membrane. Comme si tu venais de crever le placenta d'un nouveau-né. À l'intérieur, il y a quelque chose de liquide. Et tu me fais un test de vie, s'il te plaît. Tu sens que cette lumière, en fait, inspire quelque chose de toi. Comme un courant d'air très très fort qui partirait vers la source de cette lumière. Et en même temps, ta volonté et tes nerfs d'acier font que tu n'enlèves pas cette main comme ça, de manière réflexe, mais tu continues à plonger la main dans la lumière jusqu'à ramasser un objet que tu as maintenant dans ton poing fermé. Et tu peux sortir ta main si tu veux de ce faisceau. Ah, mais elle m'entend crier, elle fait et pourtant je continue. J'ai la scène de sol ou l'objet. Et dès que je le saisis, je retire ma main et je regarde. En fait, je regarde mon poing, ma main, mon bras, voir dans quel état ils sont. Toi, vu de l'extérieur, mais ce que tu l'as vu faire, c'est se pencher et juste ramasser un objet sur le sol à travers une lumière blanche. Toi, ta main est totalement normale. Il y a juste des sensations de picotement très fort, comme si t'avais laissé ta main dans l'eau pendant très longtemps. Et dans ton poing, il y a un objet. Cet objet, c'est un pendule en argent. Pendant ce temps-là, à l'ESSEC s'institute le deuxième livre que tu cherchais. Rappelle-moi son titre. Maison marchande de Salem, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Eh bien, tu le trouves exactement là où il a dit, c'est derrière tout en haut. Et là, alors ça, c'est vraiment un vieux bouquin qui a visiblement été peu consulté vu la dose de poussière qu'il y a dessus. Qui s'appelle Une histoire documentée des maisons marchandes et industrielles de la ville de Salem. Il date de 1893, ce bouquin. Je m'amuse en le lisant. Et il y a un chapitre que tu repères assez rapidement, qui s'appelle « L'usine de morue des Winthrop, un emporium maritime au cœur de Salem ». Allez. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter ces deux ouvrages. Vous voulez commencer par lequel? Bah écoute, chacun le sien. D'accord, lequel vous voulez? Je vous mets lequel en premier? Je prends les maisons marchandes, là, le truc des... Je sens que, d'accord, de toute manière, j'allais en hériter. Alors, tu vas pouvoir nous le lire, mon cher ami. D'accord. Ah. Oui. Alors, on y va. Extrait de Les entreprises de Salem, une histoire documentée des maisons marchandes et industrielles de la ville, 1893. L'usine de morue des Winthrop, un emporium maritime au cœur de Salem. L'histoire de l'usine de morue des Winthrop est indissociable du développement économique de Salem au cours du XVIIIe siècle. Fondée par Luther Winthrop à la fin des années 1790, cette entreprise familiale s'est rapidement imposée comme l'un des principaux acteurs du commerce de la morue, contribuant ainsi à la prospérité de la ville.
Située dans le quartier de Downtown, non loin du port, l'usine de morue des Winthrop a traité et exporté d'immenses quantités de poissons salés vers l'Europe et les colonies d'Amérique du Sud. L'établissement se distinguait par une méthode de traitement minutieuse, assurant une qualité exceptionnelle, ce qui conférait aux produits Winthrop une réputation enviable sur le marché international. Luther Winthrop, puis ses descendants, firent preuve d'une efficacité commerciale et logistique remarquable, exploitant à fond les installations portuaires de Salem. Mais derrière cette façade de respectabilité se cachait un autre secret bien plus sombre et fascinant. L'usine s'étendait en effet au-dessus d'un réseau souterrain de tunnels, vestige de l'époque où Salem abritait une multitude de pirates et de marchands peu scrupuleux. Ces passages creusés sous les rues du quartier de Downtown formaient un véritable labyrinthe reliant les anciennes caves et entrepôts à des issues discrètes sur les quais. On raconte que ces tunnels furent jadis utilisés pour le trafic d'armes, d'épices et de marchandises illicites importées en contrebande. Dès les premiers jours de l'usine, au fait de ces structures souterraines, entreprirent d'intégrer ces tunnels à leurs activités. Certains passages furent convertis en vastes espaces de stockage, aux conditions idéales pour l'entreposage de la morue, fraîchement salée et emballée. La fraîcheur constante de ces caves, protégées des aléas climatiques de la surface, assurait aux produits une conservation optimale. Les archives mentionnent également que certaines portions de ces souterrains furent aménagées en passages privés, permettant un transport discret des cargaisons vers des navires amarrés, loin des yeux des douaniers et autres curieux. Bien que l'usage de ces tunnels ne soit guère documenté, officiellement, plusieurs récits de marins et anciens employés de l'usine évoquent des expéditions nocturnes dans ces galeries secrètes. Des registres de douane de l'époque font allusion à des stocks de morue inexplicablement abondants pour une seule entreprise, alimentant la rumeur d'une activité de contrebande que les Winthrop auraient subtilement pratiquée. C'est fascinant, dites-moi la morue. Comme quoi? Le second ouvrage que vous avez découvert est celui-ci que je vous laisse nous faire découvrir à toutes et tous. Extrait des grandes familles de Salem, chapitre 3. Les Winthrop, une dynastie à la croisée des destins. La famille Winthrop, l'une des plus anciennes lignées de Salem, a toujours su traverser les époques en adaptant ses ambitions aux courants économiques et intellectuels de chaque siècle. Dès le XVIIe siècle, les Winthrop sont implémentés dans la région, mais c'est véritablement au XVIIIe siècle que leur nom commence à briller dans le firmament de la ville. L'ascension de la famille est principalement due à Luther Winthrop, figure emblématique des années 1790. Fils d'un simple artisan, Luther réussit là où d'autres échouèrent. Il sut capter l'essence du commerce maritime florissant de Salem et, par un instinct entrepreneurial hors du commun, il bâtit un empire autour du négoce de la morue. Ces navires arborant fièrement un blason familial croisés dans les eaux de l'Atlantique, transportant des cargaisons de poissons salés, qui se négociaient à prix d'or dans les marchés européens et caribéens. L'entreprise prospère de Luther permit à la famille de s'ériger en véritable puissance locale, dotée d'une fortune conséquente. Les générations qui suivirent perpétuèrent l'activité commerciale avec succès. Mais c'est au XIXe siècle que la famille Winthrop prit une direction inattendue avec Benjamin Winthrop, arrière-grand-père de l'actuel héritier Alexander Winthrop. Benjamin, au grand étonnement de ses contemporains, délaissa les affaires familiales pour se plonger dans une étude philosophique et métaphysique et devint un érudit respecté dans les cercles de pensée de la région. On raconte qu'il entretenait une correspondance nourrie avec les plus grands penseurs de son temps et que sa bibliothèque vaste et éclectique attirait curieux et savants. Ce choix de vie singulier marqua un tournant dans la trajectoire des Winthrop et contribua à leur image de famille érudite autant qu'opulente.
Certains virent dans l'abandon du commerce un acte risqué. Benjamin parvint néanmoins à préserver l'essentiel de la fortune familiale, qui trouva de nouveaux débouchés dans les domaines de la culture et des idées. Il serait injuste de ne pas mentionner, même brièvement, que l'ombre du procès des sorcières de 1692 effleura également cette illustre lignée. Cornelius Winthrop, bien qu'il soit une figure mineure dans l'histoire de cette tragédie, figure parmi les personnes ayant été jugées. Si son nom ne résonne pas autant que celui d'autres victimes, il reste un rappel que même les familles les plus en vue ne furent pas épargnées par la folie de cette sombre époque. Aujourd'hui, les Winthrop continuent à prospérer, avec Alexander Winthrop en tête de la famille, fidèle aux valeurs transmises par ses ancêtres. Il navigue habilement entre tradition et modernité, cherchant à maintenir l'héritage familial tout en embrassant les défis d'un monde en constante évolution. Intéressant. Voilà pour vous deux. Pendant ce temps-là, alors que vous êtes en train de lire tout ça dans votre entrepôt, Milo, tu as entre les mains un pendule en argent. La lumière, c'est une sphère dans la pièce ou ça vient de l'extérieur? La lumière, non seulement vient de l'extérieur, mais pour toi, il n'y a pas de logique, parce qu'en fait, c'est pas un faisceau normal, en fait. Il y a pas, ça correspond pas au soleil ou à quoi que ce soit. Et plus tu la regardes, plus tu as l'impression qu'elle est en train de très légèrement disparaître. Mais vous allez bien? Et vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Vous voyez cette lumière? Oui. Elle a une substance, elle est tangible. J'ai eu l'impression de mettre mon bras dans une espèce de sac, placenta, je sais pas trop, et que du froid m'a envahi, mais je voulais à tout prix saisir cet objet et je commence à te le montrer. Je regarde. En fait, je regarde plutôt la main, le bras, pour essayer de comprendre ce que je viens d'essayer d'entendre. Je vois pas le rapport avec le placenta. Je regarde. Sa main est totalement normale. Il a la paume ouverte et à l'intérieur de sa paume, tu vois qu'il y a une chaînette au bout de laquelle pend un pendule en argent. Et alors du coup, j'approche ma main pour le toucher, pour voir si ça veut me faire quelque chose de l'ordre du placenta, du froid. Donc May pose sa main sur la tienne et tu sens juste la chaleur de la main de Milo et la présence de cet objet qui est pas particulièrement froid. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? Je peux regarder? Oui, il y a peut-être une inscription dessus. Et moi, j'essaie de me rappeler si c'était le médaillon que j'avais vu. Ça pourrait être le médaillon que tu avais vu. Faites-moi tous les deux un jeu de sagesse. Oh. May, tu viens de faire une réussite critique. T'es en train de regarder le médaillon Milo en faisant appel à ta mémoire. Et toi, May, tu remarques quelque chose de très étrange. En fait, ce qui te fait remarquer ça, c'est qu'il y a une goutte d'eau qui tombe sur la main de Milo. Donc tu lèves les yeux et tu vois qu'en fait la lumière en question est en train de disparaître, mais qu'à l'endroit en fait où la lumière naissait, il y a comme une espèce de fissure sombre, très étroite, par laquelle elle sortait, qui se referme, comme une cicatrice qui se fermerait. Et au moment où elle se referme et où la lumière disparaît, tu sens une odeur très étrange que tu vas pouvoir identifier parce que tu viens de faire un succès critique.
comme du cuivre. Du cuivre. Une odeur d'un métal qui pourrait être du cuivre. Hmm. Vous avez vu Milo au plafond? Vous avez vu? C'est comme la cicatrice, comme une cicatrice qui s'est refermée. Toi, t'as rien vu, Milo. Hein. Là où il y avait la lumière. Là où il y avait la lumière, tout à coup, ça s'est refermé comme une cicatrice. Vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu, mais... Vous sentez le cuivre? Là, vous sentez? Regardez, reniflez. Je sais pas. Je sens rien du tout. Mais si. Vous sentez? J'ai peut-être laissé beaucoup d'énergie pour récupérer ce pendule. Je suis un peu troublé là, mais je vous crois. Et est-ce que l'odeur vient du médaillon? Non. Est-ce que j'associe le cuivre à quelque chose d'occulte? Dans la symbolique des éléments, de l'alchimie, des choses comme ça. Ça pourrait. Après, c'est vaste. C'est-à-dire que oui, tu sais que les métaux, de manière générale, sont souvent associés à certains types d'objets rituels, dans certains cultes, enfin dans certaines pratiques magiques. Donc tu penses que certains bols en cuivre pouvaient être utilisés pour certains rituels, etc. C'est la seule association que tu fais, mais par contre, le fait que ça soit juste une odeur plus qu'un objet, ça évoque rien de particulier chez toi. D'accord. Et qu'avez-vous vu exactement, May? Vous voyez, la lumière, il y avait une lumière. Et puis, en fait, là, vous avez senti la goutte d'eau qui est tombée dans votre main du plafond. Et quand j'ai regardé le plafond, l'orifice s'est refermé et voilà. Nous sommes sans doute sur la bonne voie. Dory voulait nous passer un message dans nos rêves. Nous avons pris quelque chose que j'ai vu dans nos rêves. Si quelque chose s'est refermé, c'est que quelque chose a été accompli. Et est-ce que nous devrions chercher un peu partout s'il y a d'autres choses à trouver dans ce hangar ou... Il y a eu un incendie, tout a été retapé. Éventuellement, on peut regarder 2-3 choses, mais... Donc la dame, dans le mais... rêve, nous appelait ici. Ouais, à tout hasard, mais... Je doute qu'il en reste, mais... Si nous trouvons des choses qui peuvent rappeler une chambre d'enfant, ou un berceau, ou quelque chose, un endroit oublié, derrière peut-être un morceau de tenture, je sais pas, quelque chose comme ça. Et je commence à chercher ça. Très bien. Donc vous partez dans l'entrepôt. Vous allez me faire tous les deux un jet de sagesse pour voir on cherche dans toutes les pièces. La qualité de vos recherches. Très bien. Très bien. Ok. Vous commencez à chercher. Cet entrepôt est vaste, hein. Milo, toi, au bout de quelques temps, t'es un peu submergé par l'impression que ce lieu est tellement rempli de pièces elles-mêmes, rempli d'objets, que ça va vous prendre la journée. Toi, mec, tu fouilles un peu partout, mais bah, tu sais pas ce que tu cherches en fait. Donc de temps en temps, tu vois des endroits qui ont l'air un peu brûlés, donc tu cherches, mais il n'y a rien de plus. À un moment, il te semble reconnaître le tuyau auquel tu t'étais accroché dans ton rêve et qui avait un peu cédé avec la marche, mais en fait, c'était pas ça. Et tu finis par te décourager un peu. Et vous êtes tous les deux au milieu de cet entrepôt, seuls.
Je vois bien que ça va être grand, qu'on va y passer la journée, on a un rendez-vous, il va bientôt être midi, on va avoir faim. Il est même plus que midi pour vous là. Je regarde si quand même sur le Mandelieu il n'y a pas quelque chose de gravé, Sur le, médaillon. Quoi sur le pendule, il il y est a pas un... totalement dans un argent qui a l'air très pur, sans aucune marque, et il y a juste même pas une marque de pinceau. Même pas une ouverture possible, rien du tout. Non. Mais on a l'adresse, vous avez sans doute faim, Oui, je pense qu'il... repartons et dirigeons-nous à l'Essex Institute et nous prendrons quelque chose en chemin. Très bien. Pendant ce temps-là, à l'Essex Institute, nos amis viennent de finir chacun de leur côté de lire le fruit de leur recherche. Que faites-vous? Assez fascinant, n'est-ce pas? Écoute, je regarde l'heure déjà. Il est à peu près midi et demi, ils sont toujours pas là. Ils arriveront pas avant dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Par contre, surtout, je m'inquiète. On sait qu'il leur serait arrivé quelque chose. Bah, J'espère pas. Milo, peut-être. Mais May... Justement, je pensais que Milo pourrait aider May. Enfin, vous me rassurez pas, Stanley, là, quand même. Mais bon. Ah, ils ont quand même presque 2 heures de retard. Bon, peut-être qu'ils sont au bureau. Où est-ce qu'on peut... nous devrions continuer peut-être nos investigations. C'était donné rendez-vous à l'Essex Institute, de toute façon, donc il vaut mieux ne pas... Ne pas bouger, de vous là. pensez? Oui, parce que logiquement, c'est là qu'ils viendront, mais... Nous avons trouvé de bons indices, ceci dit, notamment sur les souterrains, qui étaient clairement utilisés là-dessus. Ce virage, ce changement brusque, opéré par Alexander Winthrop. Attends, je vais regarder dans... Oui. Je comprends mieux le fils de ce fait. Pardon, c'est qui a fait le... C'est pas Alexander, c'est... Alexander, c'est le dernier. Benjamin Winthrop qui a arrêté le commerce de la morue, si j'ai bien compris. C'est cela. Il est parti sur quelque chose de plus littéraire. En 1811, donc il est né en 1811. Après, il a peut-être découvert quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Oui, c'est pas très clair en fait. Quelles étaient ses études philosophiques, les correspondances avec qui, de quoi. Est-ce que Alexander Winthrop en saurait plus? Je sais pas. Oui, peut-être que cette personne un petit peu farfelue d'Alexander pourrait nous renseigner sur son arrière-grand-père. C'est un peu plus proche, c'est vrai. Il a opéré un changement sur la famille. C'est franchement inattendu parce que en fait, s'il se délaisse, il aurait pu confier cela à un employé ou je sais pas, mais se retirer parce que c'était quand même une source de revenus importante. Les usines, elles existent encore. Elles ont peut-être été vendues pour autre chose, mais c'est curieux de savoir ce qu'il y a à la place. Mais là, ça serait plutôt... on avait envoyé Jefferson, je crois, Peterson, je me souviens plus, je crois que c'est Jefferson, sur la piste de ces tunnels. Peut-être que lui tenir au courant de nos trouvailles ici pourrait l'aider dans ses recherches, je ne sais pas. Vous parlez de l'homme qui fait la carte avec ses rêves, oui, vous allez, voilà... Non, mais je voulais juste tuer la personne pour être sûr qu'on parle du même. Oui, mais dit comme ça paraît un peu farfelu comme idée, j'en conviens. Mais on n'aurait pas fait ce rêve en commun. Je mettrais cette personne dans le rang des marginaux, mais... Qu'est-ce que vous espérez trouver avec Jefferson et l'usine, là, je comprends pas trop... En fait, ce que je pense trouver, c'est qu'ils puissent nous localiser où était l'usine. Et en fait, ce que je pense, c'est que les personnes veulent mettre, et là, de ce côté-là, je rejoins Milo, veulent mettre la main sur les tunnels en dessous. Oui.
trouver où se situaient les tunnels. Et je pense que c'est le fruit de leur recherche, et surtout faire disparaître tout lien qui mènerait à ces tunnels. Ce que je pense actuellement, en restant très cartésien, c'est qu'un réseau mafieux se serait mis en quête d'utiliser ces tunnels, et ils semblent suffisamment bien cachés qu'on ne puisse les trouver qu'après de grandes recherches. Et donc ces gens seraient actuellement en train de les faire disparaître tous les documents pour pas qu'on puisse trouver leur petite cachotterie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même le procédé est quand même pas très discret, hein, mais bon, ça attire un peu l'attention sur eux si c'est ça qu'ils veulent faire. C'est vrai. La preuve, on a remonté la piste, mais bon. Oui, c'est à cause d'eux d'ailleurs. C'est vrai. Ça, j'entends bien votre remarque. Mais Kaya, est-ce que tu peux me jeter un jet de sagesse, s'il te plaît? Oh, 2 succès presque critiques. Kaya, il y a Stanley qui est en train de te parler, tu lui réponds, et puis en même temps vous êtes dans cette grande salle. Le conservateur Frank Gifford, visiblement, est parti déjeuner, ou alors en tout cas, tu ne le voyais plus là. Et tout en lui parlant, tu fixes en fait en face de la galerie où vous êtes, il y a un grand tableau sur un mur qui attire ton attention. le crâne. Et tu sais pas pourquoi il y a un truc qui te fascine dans ce tableau. Je fixe le tableau et vous avez vu Stanley là-bas, le tableau, il est étrange. Je ne sais pas si c'est sa lumière ou ses couleurs et regardez le crâne. Ça me fait un peu penser au crâne qui était sur les messages. Enfin, j'allais dire les messages pour Milo. C'est peut-être pas pour Milo, mais bon. Les messages que Milo a trouvés. Allons le contempler de plus près. Mais tu vois, je me dis ça vraiment pour te faire plaisir, en fait. Hein. Voilà, je vois un tableau, voilà. Des jolies couleurs. Comme vous le voyez, c'est un vieil homme penché sur un livre. Il y a un autre livre qui est posé. C'est un saint homme, plutôt, parce qu'il a une auréole aussi. Il a une auréole, effectivement. Il y a un autre livre qui est posé avec un crâne. Le livre en dessous du crâne, pas celui qui est ouvert, mais celui qui est posé sur la tranche, il y a écrit quelque chose. Je me penche un peu la tête. Il faut vraiment essayer de se rapprocher. Il y a écrit La mort des siècles, L. Strazevicius. Les siècles, Strazevicius. Ouais, ça n'a certainement aucune importance, je ne sachant pas ce qu'ils ont trouvé les autres. Et en bas du tableau, il y a une signature. J. Gardner. Je deviens pâle. Et c'est là que nous nous arrêterons pour ce soir.